Bonjour Paul Amar. Bonjour et bienvenue sur Tandem TV. Alors, qui ne vous connaît pas, vous êtes un journaliste connu et reconnu en tout cas par nos téléspectateurs qui sont francophones. Vous avez été, si je me rappelais un peu quand même, présentateur du émérite de France 2, mais également journaliste, voire même chroniqueur, et puis même vous avez été de plusieurs chaînes de télévision, dont des télévisions d'info. Bref, vous êtes le journaliste que tout le monde aimerait avoir en interview. Et j'ai cette chance de le faire aujourd'hui, c'est pour ça que... Et pourquoi d'ailleurs? C'est parce que, comme beaucoup d'autres, j'ai vu passer des vidéos, bon, je vais pas revenir sur le contenu de ces vidéos, mais c'est des vidéos tellement sérieuses qu'elles m'ont interpellé. Et j'ai l'impression que vous êtes devenu une espèce de prophète où vous interpellez le président de la République, mais vous allez loin, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République française est devenu... Non, je peux pas dire ça. Mais il n'aime plus les Juifs, il n'a jamais aimé les Juifs. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais J'aimerais bien répondre à cette question précisément. Je ne pourrais pas parce que son comportement est parfois paradoxal, me paraît parfois incohérent, et c'est vrai que j'ai surpris sans doute même mes propres amis en sortant de mon devoir de réserve, puisque, comme vous le dites, j'ai interpellé le chef d'État que je connais. J'avais même dîné avec lui lorsqu'il était candidat en 2017, et c'est vrai que je n'ai pas trop compris son attitude à l'égard d'Israël, pour ne parler que de ce sujet-là. Je pourrais évoquer d'autres sujets de politique intérieure, par exemple, mais j'ai pas compris ce paradoxe inouï entre le moment où il va en Israël au lendemain de ce choc, de ce pogrom terrifiant du 7 octobre 2023, où il appelle à une sorte de sainte alliance contre le Hamas, et un an plus tard, il qualifie les Israéliens de barbares, il appelle à un embargo sur les armes à destination d'Israël, il manifeste son courroux. Alors vis-à-vis du Premier ministre israélien, ce que je peux comprendre, parce que j'ai d'ailleurs rappelé que des Israéliens eux-mêmes n'aiment pas Benjamin Netanyahou, mais j'ai le sentiment que notre chef d'État à nous, en France, parfois confond un homme, le Premier ministre en l'occurrence, avec le peuple israélien, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu ainsi l'interpeller. Oui, mais quand même, vous allez loin, et c'est plus l'ami des Juifs de France non plus. Cette métamorphose, vous dites l'avoir connu, ou l'avoir rencontré, mais aujourd'hui quand même c'est grave, cette interpellation va très loin, et on se demande si finalement il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qu'est-ce qui s'est cassé? Pourquoi ça s'est cassé? Vous me posez une bonne question que j'ai moi-même posée à ma façon, d'une façon extrêmement prudente. Je note que lorsqu'il était, et je l'ai dit, donc je vais me répéter, mais je l'assume. Je note que en 2017, lorsqu'il était candidat, et à l'époque d'ailleurs, il n'était pas du tout favori. C'est François Fillon, dans l'affaire de costume, qui était le favori. Il s'était rendu au Liban et en Algérie. Il avait fait 2 voyages, un troisième à Londres, où il avait bénéficié d'une levée de fonds, ce qui est normal pour un candidat à la présidence de la République en France. Il s'était rendu au Liban et il avait été très bien reçu. Et à un certain moment, des hommes d'affaires libanais l'accueillent, l'encouragent. Certaines de ces hommes d'affaires lui font des dons dans la légalité de ne pas faire, parce qu'on peut donner 7 500 € au maximum à un candidat à la présidence de la République. Mais c'est qui est peanuts pour un Libanais qui va mais la rumeur dit que certains de ces hommes d'affaires le savaient-ils ou pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Certains de ces hommes d'affaires, la rumeur dit qu'ils étaient liés au Hezbollah. Et c'est vrai que... Oh, mais c'est grave cette rumeur quand même. Oui, Hezbollah, c'est un mouvement terroriste aujourd'hui, et même avant. Pour être tout à fait honnête avec vous, cette rumeur, elle date de 2017. Ah oui, quand même. Après son élection à la présidence de la République, et elle m'était parvenue. Je ne l'avais jamais mentionné, d'ailleurs j'étais pas en exercice, donc je n'avais aucune raison de le faire, mais c'est vrai que j'ai été surpris, je n'étais pas le seul, par ce discours qu'il a tenu juste après l'affaire des beepers, et après la mort de Nasrallah, chef d'une entité, comme vous le dites très bien, terroriste et narco-terroriste. Bien sûr. Et c'est vrai que Emmanuel Macron a paru bouleversé par la mort de Nasrallah, par la mort des membres du Hezbollah. Oui, les fameux, ceux qui ont été tués par les beepers. Par les beepers ou blessés. Et que
juste après ce discours où il a semblé vraiment bouleversé par la mort de ces membres du Hezbollah, il a redit son discours en quelque sorte. Et il s'est lui-même redit vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis du peuple israélien, et c'est à ce moment-là qu'il a parlé d'embargo, enfin qu'il souhaitait en tout cas, des armes à destination d'Israël. Je note aussi qu'il avait appelé aussitôt à un cessez-le-feu, comme s'il voulait, mais là je vais mettre ça au conditionnel, entre guillemets, sauver en quelque sorte le Hezbollah. Alors c'est vrai qu'à la différence de certains pays européens, à la différence des États-Unis, la France fait la distinction entre le versant armé du Hezbollah et le versant politique, alors qu'on sait très bien que c'est une seule et même entité. Donc il y a comme un trouble, voilà, à propos de son attitude par rapport au Liban et, par voie de conséquence, de son attitude par rapport à Israël. Alors, certains vont plus loin et pensent que c'est les relations, moi aussi je mets des guillemets, qu'il aurait eu dans le passé, il n'y a pas très longtemps, et à l'époque de l'explosion du port de Beyrouth, c'était pas loin d'être des relations d'argent. Mais là, je veux pas aller plus loin que ça. Hein. Écoutez, je sais qu'il y a un dossier qui circule sur cet aspect-là. Moi, je n'en dirai pas plus, parce que là, on touche à quelque chose de très délicat. Il y a un confrère, Malbruno, qui l'a dit explicitement. Malbruno, Georges. Tout à fait. Il a écrit, donc. Il l'a même écrit, et d'ailleurs, il s'est fait engueuler copieusement par le chef de l'État lors d'une rencontre, je crois, d'ailleurs, dans un pays étranger. Je me demande si c'est pas le Liban, en tout cas, j'avais vu la vidéo. Et c'est vrai que là, c'est une autre rumeur qui s'ajoute à la première, où l'on parle business, où l'on parle affaires. Et c'est vrai que, compte tenu du parcours d'Emmanuel Macron, qui a été un très grand banquier, notamment dans les fusions, chez Rothschild, il était... dans les fusions-acquisitions chez Rothschild, au moins les antisémites ne pourront plus dire qu'il y a un lobby juif dirigé par Rothschild, parce que là, ça nous ferait doucement, et d'ailleurs vous souriez, vous avez raison, et vous riez même, et vous avez raison. Donc voilà, il y a toutes ces questions qui se posent autour du président de la République française, et qu'on pose, et que j'ai posées dans ces fameuses vidéos que j'ai postées sur X. Et puis, des rapports flous ou pas, là aussi je mets les guillemets, hein, avec la famille Saadé de CMA-CGM. C'est vous qui le dites. D'accord, et je l'assume. Alors aujourd'hui, quelle est la position, je ne sais pas, même pas si on peut parler de position, quid de Macron et des Juifs en France? Écoutez, moi je ne me pose pas la question en ces termes. D'accord. Non, parce que je ne veux pas me poser d'abord en tant que juif, je me pose d'abord en tant que Français, d'origine juive, de culture juive, d'identité juive, comme on voudra, mais en tant que Français. Et c'est vrai que j'observe, et c'est vrai de tous les chefs d'État de la Ve République, j'observe comme une évolution au cours de leur mandat. De la politique arabe, la fameuse. Pardon? De la fameuse politique arabe, vous voulez parler? Mais bien sûr, c'est-à-dire que dans un premier temps, ils peuvent paraître très bienveillants à l'égard d'Israël. Et d'ailleurs, de ce point de vue, je ferai la distinction entre Israël et la communauté juive de France, ou d'Europe, évidemment. Ils paraissent plus que bienveillants, je mets de côté le général de Gaulle, ils paraissent plus que bienveillants, et il y a comme une évolution où l'on voit comme un raidissement à l'égard d'Israël. Bon, c'est une relation entre deux pays. Israël d'ailleurs ne fait pas de cadeau. On a vu l'incident dans la fameuse église qui appartient à l'État français. D'ailleurs, Israël aussi peut manifester son mécontentement à sa façon. Moi qui me passionne pour la géopolitique, c'est une relation entre deux États. J'observe chez Emmanuel Macron une confusion entre Israël, avec qui il peut avoir des relations tendues, et c'est d'ailleurs le cas, et la communauté juive. J'ai été plus que surpris, pour ne pas dire déçu, que Emmanuel Macron n'ait pas voulu, par exemple, marcher avec nous. Quand je dis avec nous, malheureusement, moi j'étais malade, j'ai pas pu marcher parce que j'étais vraiment malade, je pouvais pas le faire, mais n'ait pas participé. Donc, cette fameuse marche contre l'antisémitisme. Bien sûr, contre l'antisémitisme. Il a suffi qu'un influenceur qui se dit humoriste lui fasse dire par un conseiller de Macron, que je connais fort bien d'ailleurs, le conseiller en question, que s'il allait à cette marche, la banlieue arabe allait s'enflammer. Il lui a suffi d'entendre cette remarque pour ne pas aller, ce qui était d'ailleurs mensonger de la part de ce pseudo-humoriste, parce que la rue arabe n'aurait pas bougé. Voilà. Et donc, Emmanuel Macron n'est pas allé, ce qui a attristé, et plus qu'attristé, la communauté juive de France. D'ailleurs, il essaye de se rattraper. On fait cette interview à l'avant-veille du match de football opposant Israël à la France. Bon, il y va
en signe de fraternité. D'ailleurs, je me pose la question, fraternité avec qui? Oui. Avec le peuple israélien ou avec la communauté juive d'Europe? Et puis alors, bon, quelque part aussi, vous sortez de cette affaire Macron, entre guillemets, parce que c'est pas une affaire, mais vous quittez les diatribes contre Macron pour parler de l'islamisme. Et là, vous dites quelque chose d'important. En gros, nous sommes fichus. L'islamisme est là, à nos portes. Il est là, de l'autre côté de la Seine, ou peut-être même encore plus loin que Poitiers, quoi. Écoutez, j'avoue. Il s'est rapproché. Alors, non seulement je suis sorti de mon devoir de réserve, mais bon, je ne suis plus en exercice. Oui. Si j'avais été sur France 2, TF1, non, je ne l'aurais pas fait. Donc là, je suis un homme tout à fait libre et je ne dépends d'aucun média. Voilà. Sinon, je l'aurais pas fait. Donc là, je m'exprime en homme libre, tout à fait, et indépendant de tout. Je me suis dépendant à l'égard de quiconque. Et c'est vrai que, et là, on sort, vous avez raison de le dire, du champ présidentiel. Hein, je suis extrêmement inquiet, mais plus qu'inquiet. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe, en France notamment, mais aussi en Europe, moi, me renvoie à ma propre enfance. Je suis né en Algérie. J'ai vécu en Algérie de 0 à l'âge de 11 ans. J'étais moi-même blessé lors d'un attentat. De l'âge de 4 ans à l'âge de 11 ans, je n'ai connu que ça. Des foules hurlant dans les rues de Constantine, qui était ma ville natale. Des attentats tous les jours. J'ai vu tomber une légende vivante, qui d'ailleurs était adorée des communautés juives, chrétiennes et musulmanes du pays. On l'appelait le Cheikh Raymond, un magnifique violoniste de la musique dite arabo-andalouse d'ailleurs. Je l'ai vu tomber sous mes yeux. J'avais 10 ans. J'étais allé acheter du pain et du vin pour mes parents et je le vois tomber abattu par d'ailleurs un homme déguisé en femme de 2 balles dans la tête. Donc voilà. Et donc je suis évidemment, j'étais traumatisé par cette enfance-là qui s'imprime à vie chez un enfant devenu jeune homme puis aujourd'hui adulte. Et ce qui se passe actuellement en France, je vais ne parler que de la France, mais ce qui se passe à Amsterdam, c'est exactement la même chose, me renvoie à cette enfance-là, avec aucun motif. À l'époque de la guerre d'Algérie, il y avait le motif ou le prétexte, bon, c'est un autre sujet, de la guerre d'Algérie, qui était perçue, vécue, véhiculée comme une guerre dite d'indépendance. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun motif. Quand vous entendez des jeunes Hollandais d'origine marocaine, pour la plupart d'entre eux, des chauffeurs de taxi d'origine musulmane, crier juif, non pas d'israélien, non, juif, cancer, je vous avoue que je suis plus qu'inquiet. Alors, je ne dis pas c'est fichu parce qu'il faut se battre. À ma façon, je me bats en postant ce que je poste sur X. Il faut pas baisser les bras, c'est évident. Mais il y a une courbe qui s'appelle la courbe démographique et qui leur profite. Et à un certain moment, ils seront beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils sont déjà très, très, très nombreux. Et les islamistes, que je ne confonds pas avec les musulmans, mais les islamistes sont en voie de conquête. Ont-ils la nostalgie des conquêtes qu'ils avaient 800 ans quand même en Espagne, hein, ont-ils la nostalgie de ces conquêtes-là, mais c'est manifestement... L'art et l'islam, on a absolument. Ouais. Bien, c'est manifestement un objectif politique chez les islamistes. Et de ce point de vue, alors il y a une sensibilité juive, parce que je vous ai raconté l'Algérie, mais de ce point de vue, je trouve alors, moi, mes amis, j'ai énormément d'amis non-juifs, musulmans et chrétiens, en tout cas non-juifs, ou laïcs et non-juifs. Et je note non pas une indifférence, parce qu'il y a une majorité qui soutient Israël, qui comprend ce qui se passe, qui mesure la gravité de la situation en France, mais qui est comme mutique, qui est comme muette, qui est comme tétanisée par ce qui se passe, parce que on a beau leur rappeler que il n'y a pas que des juifs qui tombent. Quand on leur rappelle Nice, le Bataclan, Charlie Hebdo, pardon. Et le père Hamel aussi. Le père Hamel, les policiers assassinés, Samuel Paty, oui, ils reconnaissent la gravité, mais... Pourquoi se met? Se met parce qu'il y a un confort de vie. Se met parce que c'est même ma propre génération, moi je suis né en 1950, donc après la Seconde Guerre mondiale. Même ma propre... Alors il y a eu la guerre d'Indochine, il y a eu la guerre d'Algérie, mais loin, oui, loin de la France, loin de l'Europe. La France, qui comme tous les pays européens ont énormément souffert de la Seconde Guerre mondiale, après, et grâce aux accords Adenauer de Gaulle, a eu envie d'avoir la paix quasiment éternelle. Oui. Et les Français, comme la plupart des Européens, ont cru que la paix allait être éternelle. Et tout d'un coup, ils voient arriver ce tsunami
islamistes qui déclarent une guerre. Nous sommes en guerre. Ils ne veulent pas l'admettre. D'ailleurs, c'est si vrai que regardez l'Ukraine. Alors, il y a, au tout début, la première année, à l'époque, j'étais à RCJ, on faisait des émissions, moi je faisais moi-même des émissions, où on soulignait la gravité de la décision de Poutine, qui a quand même envahi un pays. Au début, il y a eu une prise de conscience, il y a eu une solidarité, mais aujourd'hui, dans les dîners en ville, dans les conversations qu'on peut avoir avec les amis, dans ces moments de partage autour d'une table, d'un verre, etc., on ne parle pas de l'Ukraine, on ne parle plus de l'Ukraine. J'ai des amis, on converse sur WhatsApp. Moi-même, de temps en temps, c'est moi qui envoie une vidéo, c'est moi qui envoie une image pour leur rappeler ce qui se passe en France, le comportement des islamistes vis-à-vis des juifs, mais aussi vis-à-vis des non-juifs, vis-à-vis des chrétiens. Il y a comme, je sais pas, comme une surdité. Moi, je ne dis pas l'acheter. Je ne dis pas l'acheter. Parce qu'ils ont pris conscience. Comme une surdité. On ne veut pas voir. Comme, vous savez ce qui se passe dans les écoles. C'est terrifiant ce qui se passe dans les écoles. C'est terrifiant. Le harcèlement quotidien. Il y a même des écoles maternelles aujourd'hui, dans de très beaux quartiers de Paris. Je ne parle pas du 9-3. Je ne parle pas du 20e arrondissement, du 19e. Je parle d'arrondissements très huppés, ou villes, bourgeoisie. Neuilly, le 16e. De Paris. 17e. Et il y a des gosses qui aujourd'hui disent, des gosses, des bambins, des petits merdeux qui disent à d'autres enfants, je vais te décapiter. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans nos écoles. Et on n'en parle pas parce que pas de vague. On est dans une atmosphère, on en a parlé de atmosphère d'antisémitisme, mais on est aussi dans une atmosphère de pas de vague jusqu'au moment, vous savez, c'est comme les vagues de la mer. Il y a un tsunami. Et voilà. On y est dans le tsunami. Sauf que les politiques ne veulent pas le voir. Croyez-moi. Les services de renseignement sont très bien renseignés et renseignent très bien les politiques. Ils savent très bien ce qui se passe dans nos cités, où quand il y a une majorité musulmane, eh bien, c'est les lois de la charia qui s'appliquent et non plus les lois de notre République. On est dans le pas de vague jusqu'au moment où... Mais c'est terrible ce que vous dites parce qu'on a l'impression que il y a une démission de tout un peuple, ses politiques, etc., à part quelques-uns. Mais quand on les cite, ces quelques-uns, on nous dit, oui, vous parlez des fachos de l'extrême droite. Mais les autres ne bougent plus, les autres sont tétanisés. On est dans une situation incroyablement insolite, surréaliste. Vous savez qui soutient le mieux Israël aujourd'hui en Europe? Ben oui, c'est l'Allemagne. Oui, c'est vrai. Vous savez qui soutient aujourd'hui le plus fermement la communauté juive de France? C'est le Rassemblement national. C'est incroyable. C'est la fille de Monsieur Le Pen. Voilà. Incroyable. On est dans une situation, moi je ne sais plus quoi dire, et d'ailleurs je ne sais même plus où me situer politiquement parce que je suis perdu, et je note simplement que le discours le plus rude contre l'islamisme aujourd'hui, peut-être pour de mauvaises raisons, mais aujourd'hui est tenu par le Rassemblement national, et je note qu'en termes de danger, je dis bien de danger pour la communauté juive de France, la France dite insoumise, alors insoumise à nos lois de la République, mais soumise de plus en plus à la charia. Absolument. Le danger pour la communauté juive de France vient de ce parti de voyous. Des mots terribles. Et j'essaie de reprendre mes esprits parce que vous dites des mots très forts. Et pour terminer cet entretien, Paul Amar, je rappelle que vous êtes tous sur Tandem TV avec une interview exclusive, si on peut encore utiliser ce mot, mais de Paul Amar, le célèbre Paul Amar. Dans une de vos dernières vidéos, vous mettez en cause aussi le sport. Le sport aussi est gangréné par l'islamisme. Quelques mots là-dessus. Moi, je suis choqué. Je suis un fou de sport, supporter. J'ai pas dit que j'étais sportif. Hein. Oui, comme moi. Ouais. Bon, j'adore le foot, mais j'adore aussi d'autres sports comme le rugby. Ben tiens, le rugby. Regardez la différence. Je ne parle que de nos deux équipes de France. Regardez la différence entre le comportement de notre équipe de rugby. Remarquable d'ailleurs sur le terrain, vaillante, performante, discrète. Regardez notre star Dupont. Regardez cette star universelle internationale, le meilleur, à mon avis, joueur de rugby au monde. Regardez sa discrétion. Et regardez en face certains joueurs de football qui confondent sport et politique et qui se permettent des déclarations partisanes. C'est scandaleux. Et je suis scandalisé d'ailleurs que ces footballeurs qui se permettent des déclarations partisanes ne soient pas exclus sur le champ de l'équipe dite de France. Ils nous représentent. Ils représentent la France. Ils représentent le drapeau français et ils font des déclarations sur l'état du monde. Enfin, on connaît le contenu de ces déclarations et je suis extrêmement choqué. Vous savez, ça commence à ce moment-là. Je suis extrêmement choqué qu'il n'y ait pas de sanctions. Ils sont dans une impunité
total. Voilà, ils ont le droit, ils représentent l'équipe de France, ils portent notre drapeau, ils chantent quand ils la chantent, la Marseillaise, ils la fredonnent parfois, du bout des lèvres, et ils se permettent ces déclarations, et on ne dit rien, et on ne fait rien. Ça s'appelle la soumission. C'est un titre d'un célèbre livre, hein. Ça s'appelle la soumission. En arabe, islam. Islam, soumission. Il y a un de vos confrères, hier, dans le JDD, je peux pas citer son nom, il n'a pas voulu que je le fasse, qui a condamné et interpellé aussi, comme on le fait, justement les instances du football devant un islamisme rampant. Eh bien, j'ai voulu l'interviewer, c'est pas possible, je peux plus l'interviewer, il peut plus en parler. Donc, je respecte sa parole, donc je ne le citerai pas, mais comme quoi, vous ne prêchez pas dans le désert, en tout cas pour le sport, il y en a d'autres, mais très peu, tellement peu. Vous savez, j'ai rappelé, donc, je peux le dire publiquement, parce que j'ai rappelé dans une de ces vidéos, le contenu d'un débat que j'ai animé récemment sur le financement du terrorisme. Et j'ai rappelé l'intervention d'un remarquable expert, je ne donne pas son nom, parce que c'était, il y avait la DGSE, la DGSI, il y avait, voilà, c'était aussi anonyme, enfin c'était à huis clos, voilà, on va dire ça comme ça. Et un expert londonien qui est venu nous dire, et cet expert est musulman, donc il ne peut pas être suspect. Non. Et il était venu de Londres pour nous dire qu'on ne mesurait pas en France le degré d'infiltration des frères musulmans dans notre pays. On ne mesure pas le degré d'infiltration des frères musulmans dans plusieurs sphères, l'administration pénitentiaire, le sport, parfois l'administration, l'école. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, je ne sais pas à quel moment il y aura un électrochoc, je ne sais pas à quel moment un homme politique se lèvera ou une femme politique pour dire les choses haut et fort et pour, comme disait Camus, nommer les choses. Pour l'instant, ça ne se fait pas et on est dans une sorte d'entre-deux et je crains que l'issue... En même temps. Exactement. Sans personnaliser. Non, je crains que l'issue de cet entre-deux ne soit extrêmement grave et traumatisante. Paul Amar, merci. Merci des mots chocs, qu'ajouter, si ce n'est que, évidemment, que en tout cas, je suis d'accord avec vous, mais c'est terrible, quoi. C'est terrible de l'entendre de la part de quelqu'un qui connaît bien la politique française, pour l'avoir côtoyé de très près, et je suis affolé pour ceux qui encore vivent dans ce pays qui est aussi mon pays. Que faire, à part crier comme vous le faites, et attendre qu'une espèce de messie politique arrive en France pour que cette situation se cesse définitivement. Merci Paul Amar. Bon courage et merci.